Alors, bonsoir à tous. Moi, je suis Dr Massoud, donc je suis gériatre ici à l'Institut de gériatrie et au CHUM. Et on va parler beaucoup de mémoire ce soir. Avant de commencer, j'aimerais remercier les membres du comité organisateur de nous avoir permis de vous faire cette présentation ce soir. Comme vous savez peut-être, le docteur Robillard et moi-même sommes co-auteurs d'un livre de vulgarisation sur la maladie d'Alzheimer. C'est un petit peu à ce titre-là qu'on vous parle ce soir. Donc, le titre de la présentation, c'est Les perdre sa mémoire avec le vieillissement, est-ce que c'est inévitable? Alors, on va voir que les problèmes de mémoire avec l'âge, c'est fréquent, mais c'est pas parce que c'est fréquent que c'est normal. Et on va adresser toute la question de la prévention des facteurs de risque. Donc, je vais commencer avec une brève introduction pour situer un petit peu la problématique en termes de fréquence, en termes d'épidémiologie. Je vais parler ensuite des causes de perte de mémoire parce que, comme vous allez le voir, on parle beaucoup des maladies de la mémoire, mais il y a beaucoup de causes médicales, des conditions médicales, des médicaments qui peuvent avoir des répercussions sur la mémoire. Et ensuite, je vais parler de prévention des pertes de mémoire. Mon collègue, le docteur Robillard, va aborder les signes précurseurs de la maladie d'Alzheimer et les avancées scientifiques dans le domaine de la maladie. Donc, avant de parler un petit peu de fréquence de la maladie, un bref rappel historique, qui était le professeur Alzheimer? Donc, Alzheimer, c'était un neurologue, psychiatre, pathologiste qui a travaillé à Munich à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et qui a été rendu célèbre grâce à la description du cas de cette dame que vous voyez sur cette photo-là, Madame Auguste D., qui avait attiré son attention parce que, contrairement à ce que la photo l'indique, c'est une jeune dame, elle avait la cinquantaine quand il l'a évaluée pour la première fois, et elle avait un tableau clinique qui était décrit chez les personnes plus vieilles à ce moment-là, des pertes de mémoire, des problèmes à s'exprimer, des difficultés à s'organiser, des troubles du comportement. Et à cette époque-là, on considérait que d'avoir ce genre de manifestations cliniques chez les personnes plus âgées, c'était normal. On appelait ça la sénilité. Mais ce qui a attiré son attention ici, c'est que ce même tableau clinique était observable chez une personne plus jeune. Et c'est pour ça qu'il a donné le nom démence présénile, donc démence chez une personne plus jeune. Et à ce moment-là, on considérait qu'une démence chez une personne plus âgée, c'était tout à fait normal. Un autre point intéressant, c'est que le professeur Alzheimer a suivi cette dame-là de façon périodique par la suite. Il l'a revue et quand elle est décédée, il a pu étudier son cerveau au microscope. Et vous voyez sur cette image ici ce qu'on appelle des enchevêtrements neurofibrillaires. Donc, c'est des structures qu'il a observées au microscope, qu'il a dessinées de sa propre main. Et on utilise encore ces structures-là aujourd'hui pour poser un diagnostic définitif de la maladie. Quand on a l'occasion, rarement, d'avoir un spécimen de pathologie du cerveau, c'est ces structures-là qu'on observe et qui nous aident à poser un diagnostic définitif de la maladie. Quelques chiffres. Les premières données qui nous viennent par rapport aux problèmes de mémoire avec le vieillissement viennent d'une étude canadienne qui est en cours depuis une vingtaine d'années. C'est une étude épidémiologique à très grande échelle, plusieurs milliers de personnes, qui avait démontré lors des premières publications dans les années 90 que la fréquence des problèmes de mémoire augmentait avec l'âge, ce n'était pas étonnant, mais augmentait tant qu'au-dessus de l'âge de 85 ans, juste statistiquement, plus que 35 ou autour de 35 des personnes de cet âge-là ont des problèmes de mémoire sérieux, suffisamment pour qu'on parle d'une maladie de la mémoire. Alors, vous avez une illustration de ce phénomène sur cette diapositive. Donc, vous avez sur l'axe horizontal les différents groupes d'âge, 65, 65, 74, ainsi de suite, jusqu'à 85 ans. Sur l'axe vertical, vous avez le pourcentage. Et vous avez en rouge ce qu'on appelle la prévalence. La prévalence, en termes épidémiologiques, ça veut dire la fréquence de la maladie à un moment donné. Et en jaune, vous avez ce qu'on appelle l'incidence. L'incidence, c'est le pourcentage de nouveaux cas à chaque année. Donc, vous voyez bien qu'avec le vieillissement, il y a une augmentation significative de la fréquence des problèmes de mémoire. Au-dessus de l'âge de 85 ans, on parle à peu près 35 et ça, c'est 10 à 12 de nouveaux cas annuellement. Donc, c'est des chiffres quand même assez considérables. En 2010, la Société Alzheimer du Canada avait publié un rapport qui porte bien son titre, qui s'appelle le rapport Rad-Maril sur la maladie d'Alzheimer, qui faisait un état de la situation en 2010 et qui faisait des projections, donc des estimations sur la fréquence de la maladie dans une génération, dans une trentaine d'années. Et voici les chiffres. Donc, en 2010, on estimait qu'il y avait 500 000 cas de démence au Canada.
ce qui équivaut à un peu plus que 100 000 nouveaux cas chaque année. Puis vous voyez les dépenses en dollars, à quoi ça correspond. Et on estime qu'en 2040, donc dans 30 ans, la fréquence, le nombre de personnes atteintes de la maladie va plus que doubler. Même chose pour les nouveaux cas, plus que 250 000 nouveaux cas par année. Et regardez les dépenses. On parle de plus que 150 milliards de dollars par année. Donc, alors que la fréquence de la maladie augmente du double, ou le nombre augmente du double, les dépenses sont multipliées par 10. Donc, des dépenses considérables associées en partie à ce qu'on appelle les dépenses, les frais indirects associés à la maladie. Les frais indirects, c'est au-delà des frais associés au système de santé, les hospitalisations. Il y a ce qu'on appelle les frais indirects, les aidants naturels qui s'investissent dans les soins des patients, qui vont perdre du revenu, qui vont eux-mêmes avoir des problèmes de santé. Donc, tout ça, ça s'appelle des frais indirects et ça va augmenter de façon considérable. Mais la bonne nouvelle, une petite lueur d'espoir qui a déjà été introduite dans ce rapport-là, c'est qu'il y a peut-être des moyens de prévention. Puis on parle déjà dans le rapport Rademacher de l'activité physique et des saines habitudes de vie comme étant des moyens qui peuvent permettre peut-être de prévenir certains problèmes de mémoire ou de ralentir la progression de certaines conditions. Une question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'il y a plus de maladies d'Alzheimer en 2013? La réponse est probablement oui et non. Un petit peu, probablement qu'il y en a un petit peu plus parce que vous savez qu'un des facteurs de risque les plus importants de la maladie et de ce genre de maladie qu'on appelle des maladies dégénératives, c'est le vieillissement. Donc, c'est l'âge. Et la majorité de nos populations occidentales vieillissent, ce qui est un bon signe dans un sens parce qu'on a géré beaucoup de problèmes de santé plus jeunes, mais la conséquence, c'est que les gens vivent plus vieux puis ils ont d'autres problèmes. Entre autres, on sait que la première vague de baby boomers ont atteint l'âge de 65 ans en 2011. Donc, on a une masse de personnes qui arrivent, qui sera peut-être pas épargnée de tous les problèmes de mémoire. Un autre élément de réponse, c'est qu'au-delà du fait qu'il y en a peut-être un peu plus, c'est que c'est une maladie qui est mieux connue aussi, qui est mieux caractérisée. Contrairement à l'époque où le professeur Alzheimer a décrit son cas, où on considérait que d'avoir des problèmes de mémoire sérieux avec le vieillissement, c'est normal, la sénilité, c'est normal. De nos jours, on ne considère plus ce phénomène-là comme quelque chose qui fait partie du vieillissement normal. Donc, dès que on a des problèmes de mémoire, dès que ça a des répercussions dans le quotidien, c'est un drapeau rouge pour les médecins, pour les travailleurs dans le domaine de la santé, et c'est un phénomène, donc une situation clinique qui mérite une évaluation plus poussée. Donc, il y en a probablement un peu plus, mais c'est une maladie qu'on a appris à connaître davantage aussi. Et ça, c'est juste une image pour illustrer l'augmentation de l'espérance de vie. Ça, c'est des chiffres canadiens, hommes et femmes ensemble. Depuis la fin des années 60 jusqu'en 2012, on a gagné à peu près 10 ans d'espérance de vie, ce qui est énorme. Les gens vieillissent plus vieux et donc, évidemment, développent certaines maladies qui sont associées au vieillissement. Il n'existe pas actuellement un plan canadien, un plan national pour la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Il y en a dans plusieurs pays. Aux États-Unis, ils ont développé un plan national en 2012. La France a été très innovatrice. Ils en ont un qui est en fin de parcours actuellement, un plan national. Nous, on n'en a pas au Canada, mais au Québec, on a été très proactifs. Et en 2009, il y a eu un comité ministériel qui a été mené par le professeur Howard Bergman, qui est gériatre à McGill, auquel mon collègue, le Dr Robillard, et moi-même, on a aussi participé. Et ce comité-là avait évalué la situation, puis avait émis une série de recommandations pour la prise en charge de la maladie. J'en ai retenu 2 qui sont, à mon avis, très importantes. La première, c'est d'augmenter la sensibilisation de la population en général, des travailleurs dans le réseau de la santé et des décideurs. Mais évidemment, c'est eux qui payent la facture aussi. Donc, par rapport à la maladie, que les gens deviennent de plus en plus conscients que c'est une maladie qui est là, qu'elle va en augmentant et quels sont les signes, quels sont les symptômes, ainsi de suite. Et le deuxième point qui est très important aussi, c'est d'améliorer l'accès aux soins pour les maladies de la mémoire. Il y a la majorité des personnes qui ont des problèmes de mémoire vont initialement consulter leur docteur de famille. Parfois, ça prend des investigations plus poussées. Les médecins de famille n'ont pas toujours accès à ces moyens d'investigation. Il y a des cliniques spécialisées qu'on appelle des cliniques de la mémoire, mais l'accès n'est pas toujours facile. Alors, une des recommandations, c'était d'améliorer l'accès
donc à ces centres-là, ces centres d'expertise, dans les cas qui méritent des évaluations plus poussées. Et à ce niveau-là, il y a actuellement les premiers projets pilotes en rapport avec cette deuxième recommandation qui vont voir le jour dans les prochains mois, donc une facilitation de l'accès entre les cliniques de première ligne, les groupes de médecine familiale et les cliniques plus spécialisées dans plusieurs régions au Québec. Quelles sont les causes de perte de mémoire avec le vieillissement? Bon, c'est sûr que quand on vieillit, il y a des changements normaux, entre guillemets, de la mémoire. Parfois, c'est un défi de savoir qu'est-ce qui est un changement normal de ce qui est un changement qui devrait nous inquiéter davantage. Je vous ai mis sur cette diapositive les changements les plus fréquents qu'on observe avec le vieillissement normal. Donc, le ralentissement du temps de réaction, ça c'est clair, à partir de la soixantaine, généralement, les gens deviennent un peu plus lents à réagir. Il y a une plus grande difficulté, ce qu'on appelle l'attention divisée, la capacité à se concentrer quand il y a plusieurs sources de stimulation simultanée. Par exemple, lire un livre ou lire le journal alors que la télévision est ouverte, alors que la radio est ouverte aussi. Ça devient de plus en plus difficile de se concentrer sur une tâche avec le vieillissement. L'oubli des noms propres, ça c'est un symptôme qui est très fréquent, qui la plupart du temps est un phénomène relativement bénin. Généralement, les gens vont oublier le nom de la personne qu'ils rencontrent, puis malheureusement, 1 heure plus tard, ça leur revient, mais là, la personne n'est plus là, alors ça devient moins pertinent. Ce qu'on appelle les oublis bénins. Les oublis bénins, c'est bon, égarer ses clés une fois de temps en temps, oublier où est-ce qu'on a stationné l'auto. Généralement, c'est des oublis qui sont occasionnels et qui ne vont pas en augmentant, qui ne sont pas progressifs. D'ailleurs, ces deux éléments-là sont très importants pour nous comme cliniciens, comme point de repère, de savoir est-ce que c'est un phénomène qui s'accentue avec le temps, est-ce que ça devient de plus en plus grave, et l'autre élément qui est très important, est-ce que ça compromet l'autonomie de la personne? Donc, si ça s'aggrave, si ça se détériore et si ça compromet l'autonomie de la personne, sa capacité de vivre de façon indépendante, là, c'est un indice qui a peut-être quelque chose de plus que du vieillissement normal. Beaucoup de médicaments prescrits peuvent avoir comme effet secondaire des atteintes au niveau de la mémoire. Alors, n'importe quel médicament qui agit sur le cerveau peut potentiellement avoir comme effet secondaire des problèmes de mémoire. Donc, je vous en ai nommé quelques-uns ici, les médicaments contre la douleur, les somnifères, les antidépresseurs, les antiépileptiques, mais il y a aussi des médicaments qui sont disponibles en vente libre, qu'on peut se procurer sans prescription, qui peuvent aussi avoir des effets secondaires au niveau de la mémoire. Donc, des médicaments contre les nausées, les soi-disant somnifères non prescrits, c'est souvent des antinauséeux camouflés et qui peuvent avoir des effets secondaires au niveau de la mémoire. Toute la classe des relaxants musculaires, les combinaisons de médicaments pour soulager les douleurs, relâcher les muscles, peuvent avoir des effets secondaires. Certaines préparations pour le rhume aussi peuvent avoir comme effet secondaire de réduire certaines capacités de la mémoire. Les maladies chroniques, quand elles atteignent un stade avancé, quand elles deviennent graves, la majorité de ces maladies-là sont associées à des problèmes de mémoire. Et je vous en nomme quelques-unes ici. Donc, l'insuffisance cardiaque sévère, l'insuffisance respiratoire sévère, l'insuffisance rénale, les apnées du sommeil, les gens qui ont fait un ou des AVC, souvent peuvent avoir des problèmes de mémoire en association ou comme conséquence à ces conditions-là. Et finalement, il y a les maladies propres de la mémoire qu'on appelle les démences. Alors, c'est quoi les démences? Quand on regarde la définition du petit Larousse, la première définition qu'on voit, c'est la définition entre guillemets scientifique. Donc, on nous dit trouble mental grave caractérisé par un affaiblissement progressif des fonctions intellectuelles qui est irréversible en l'absence de traitement. Mais la deuxième définition, tout de suite en dessous, c'est conduite insensée, bizarre, extravagance et folie. Et quand on parle de démence avec des gens qui ne sont pas dans le domaine médical, souvent c'est cette définition qu'ils ont en tête. Donc quand on parle de démence, on pense à la folie, on pense à un problème psychiatrique. Puis une des choses que moi je fais quand j'annonce un diagnostic, c'est de démystifier tout de suite de cette question-là. On parle d'une condition neurologique, ce n'est pas une maladie mentale, entre guillemets, c'est une condition neurologique, c'est une maladie du cerveau et donc qui a des critères diagnostiques très rigoureux généralement. Ça, c'est la définition un peu plus scientifique. Donc, on dit que c'est une maladie acquise. Ça veut dire quoi, une maladie acquise? C'est qu'elle n'est pas héréditaire dans la majorité des cas. Il y a certaines
certains cas qui sont décrits dans des familles où il y a des formes héréditaires de la maladie, mais c'est vraiment l'infime minorité des cas de maladie d'Alzheimer. Le début est généralement insidieux. D'ailleurs, souvent, les premiers mois, on confond une maladie de la mémoire avec le vieillissement normal. C'est pour ça que parfois les gens arrivent un peu tard à consulter leur médecin. Donc, il y a une détérioration généralement globale et progressive des fonctions intellectuelles qu'on appelle aussi les fonctions cognitives. Il y a plusieurs causes. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui touche principalement la mémoire, mais il y a d'autres types de démences qui vont toucher d'autres fonctions cognitives. Donc, les présentations, on dit qu'elles sont hétérogènes, dépendamment du cause de la maladie. Un des défis actuellement, c'est que le diagnostic précoce demeure un défi, parce que c'est un début qui est très insidieux, qu'on confond parfois avec le vieillissement normal. Et on n'a pas encore, peut-être un jour on va l'avoir, ce qu'on appelle un marqueur biologique, c'est-à-dire une prise de sang magique ou un type de radiographie parfaite qui va nous donner un diagnostic dans 100% des cas. On n'a pas encore ce marqueur-là, mais il y a beaucoup de travail qui est fait dans ce domaine. Ça, c'est les critères de maladie d'Alzheimer tels qu'ils ont été revus. Ils ont été mis à jour dans les dernières années. Donc, je vous les présente juste pour votre intérêt. Donc, vous voyez que le premier critère ici pour penser à une maladie de la mémoire, c'est une perte d'autonomie. C'est un élément qui est vraiment très important. Il faut que ça représente un déclin par rapport au niveau antérieur. Et on nous dit qu'il faut que ça touche au moins 2 des fonctions que vous voyez ici, la mémoire, le raisonnement, les capacités visuospatiales. Les capacités visuospatiales, c'est la capacité à reconnaître les objets, les gens dans l'entourage, les capacités à s'orienter, des difficultés au niveau du langage et des changements de la personnalité. Ça, c'est une liste de toutes les causes de démence. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je voulais c'est juste pour vous souligner que quand on parle de démence, il y a plusieurs causes possibles. La maladie d'Alzheimer, c'est la plus fréquente, mais il y en a d'autres. Sur cette diapositive, vous avez la dizaine de diagnostics les plus fréquents à part la maladie d'Alzheimer. Comment on pose le diagnostic de nos jours? Le docteur Robillard va rentrer un peu plus en détail à ce niveau-là. On parle de diagnostic intégratif. Ça veut dire quoi? C'est un concept qui est très, très simple sur le plan clinique, c'est-à-dire qu'on va questionner le patient, on va questionner les membres de son entourage, on va faire un petit bilan généralement. Parfois, on va demander des procédures d'imagerie comme un scanner ou une résonance magnétique et on intègre les données qui nous viennent de toutes ces sources-là pour arriver à un diagnostic, mais c'est un diagnostic qui est essentiellement clinique. On n'a pas d'outil diagnostique parfait. J'ai mis encore, je suis optimiste parce qu'il y a beaucoup de travail, comme je vous ai dit tantôt, sur ce qu'on appelle les biomarqueurs. Donc, on aura peut-être un jour une procédure d'imagerie qui pourra nous donner un diagnostic de façon plus fiable, une prise de sang, une ponction lombaire avec des dosages de protéines qui pourraient être intéressants éventuellement. Est-ce qu'on peut prévenir les problèmes de mémoire? Avant de parler de prévention, je pense que ça vaut la peine qu'on revoie un petit peu c'est quoi les facteurs de risque de la maladie, parce que quand on parle de prévention, on essaie de prévenir les facteurs de risque, ou on essaie de travailler sur les facteurs de risque. Donc, les facteurs de risque, généralement, on les divise en 2 catégories, les facteurs de risque modifiables et les facteurs de risque non modifiables. Donc, c'est quoi les facteurs de risque non modifiables? C'est l'âge, ça on ne peut pas le changer malheureusement, le sexe, l'histoire familiale, ça ce sont des choses avec lesquelles on est et qu'on ne peut pas vraiment modifier. J'ai dit tantôt que la majorité des cas de maladie d'Alzheimer ne sont pas héréditaires, mais c'est sûr que l'hérédité joue un certain rôle, comme dans la majorité des maladies chroniques. Vous savez que l'hypertension, le diabète, les maladies cardiaques, elles ont toutes une composante familiale, même si ce n'est pas des maladies purement familiales. Il y a une contribution génétique à cette condition-là. Les facteurs de risque où on peut probablement agir, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque modifiables. Donc, il y a en premier lieu les facteurs de risque vasculaires. Tous les facteurs de risque qui nous mettent à risque de développer une maladie cardiaque, donc l'hypertension, le diabète, le cholestérol, la cigarette, la sédentarité, on a découvert avec le temps que ce sont aussi des facteurs de risque de développer des maladies de la mémoire, plus particulièrement la maladie d'Alzheimer. Évidemment, ce sont tous des facteurs de risque qu'on peut diagnostiquer et qu'on peut traiter, dont on peut prévenir certains de ces facteurs de risque. Les traumatismes crâniens, on en entend beaucoup parler actuellement parce qu'il y a des sportifs, des jeunes personnes en pleine forme qui, parce qu'ils ont eu des traumatismes crâniens répétés, des traumatismes crâniens violents, développent des problèmes de mémoire, perdent de l'autonomie alors qu'ils ont 40 ans, 50 ans. Et c'est un facteur de risque, donc, sur lequel on peut agir. C'est un facteur de risque qui est potentiellement modifiable.
Le niveau de scolarité, c'est aussi souvent rapporté dans les études épidémiologiques. Donc, plus on a un niveau de scolarité élevé à la base, plus ça semble nous protéger contre le développement d'une maladie de la mémoire ou ralentir ou retarder l'apparition d'un problème de mémoire. Ça, c'est un article tiré de la revue française L'Express, la journée de la maladie d'Alzheimer, le 22 septembre dernier, où on parlait de moyens relativement simples dans la vie courante pour prévenir les problèmes de mémoire. Donc, on parle d'activité physique, d'alimentation saine et les facteurs de risque cardiovasculaire dont je parlais tantôt. Donc, comment on peut agir? On peut dépister les facteurs de risque vasculaires. Vous savez, j'ai dit tantôt qu'on peut les diagnostiquer, mais certains de ces facteurs de risque sont aussi des défis. Par exemple, je prends l'exemple de l'hypertension. L'hypertension, c'est une maladie qui est très fréquente, qui se traite, mais qui n'est pas symptomatique au début. Ses conséquences sont symptomatiques. Quand on fait une crise cardiaque ou quand on fait un AVC parce que la pression était mal contrôlée, ça devient symptomatique. Mais l'hypertension, elle n'est pas symptomatique. Donc, c'est un défi. C'est pour ça que les médecins en première ligne doivent faire du dépistage régulier de la pression artérielle. Et il y a des moyens relativement accessibles de pouvoir la traiter. Il y a beaucoup de médicaments qui existent actuellement. Les saines habitudes de vie, donc faire de l'exercice régulièrement, avoir une diète équilibrée, abandonner la cigarette, ça, c'est toutes des choses que l'on peut faire qui peuvent probablement aider à ralentir ou à retarder l'apparition de problèmes de mémoire éventuellement. La question de l'alcool, c'est une question qui est très controversée. On parle de l'alcool en modération et la modération dans ce domaine-là, c'est très flexible, dépendamment dans quel continent vous êtes, dans quel pays vous êtes, dans quel environnement. Alors, la modération pour l'alcool, ça va de 1 à 3 consommations par jour selon les études et dans quel pays ils ont été faits. Ça demeure un domaine qui est controversé, mais généralement, quand on parle d'alcool qui protège le cerveau, on parle surtout du vin rouge, et on ne parle pas de 3 consommations par jour, on parle de 1 par jour. Mais je le répète, c'est une notion qui demeure controversée de nos jours. D'avoir des activités intellectuelles régulièrement, des activités sociales, de sortir, de participer à des activités culturelles, ce sont tous des éléments qui ont été démontrés dans des études épidémiologiques comme étant associés à une protection contre l'apparition de maladies de la mémoire. Et à cet effet, je vous cite ici une étude qui a été faite, qui a été publiée en 2011, qui avait pour but d'identifier certains facteurs de risque associés à la maladie d'Alzheimer. Tous sont des facteurs de risque potentiellement modifiables. Donc, on parle de niveau de scolarité, la cigarette, la sédentarité, la dépression, l'hypertension, l'obésité et le diabète. Et les chercheurs qui ont fait cette étude-là ont développé un modèle mathématique pour déterminer le pourcentage de maladies d'Alzheimer qui est attribuable à chacun de ces facteurs de risque. Ça, c'était dans un premier lieu. Dans un deuxième lieu, de regarder si on réduisait la fréquence de ces facteurs de risque-là de 10 ou de 20 %, quelle serait la conséquence sur la réduction de la fréquence de la maladie d'Alzheimer. Alors, les résultats sont assez fascinants. C'est un modèle mathématique, donc il y a un peu d'estimation là-dedans. Ce n'est pas parfait, mais ça nous donne une idée un peu de la contribution de ces facteurs à la maladie. Alors, selon cette étude, les 7 facteurs de risque seraient responsables de 50 % de tous les cas de maladie d'Alzheimer, ce qui est quand même très, très considérable. Ça veut dire 17 millions de cas dans le monde et 3 millions de cas aux États-Unis. Et vous voyez les chiffres ici. Ça, c'est le risque attribuable à chacun de ces facteurs de risque dans le monde et aux États-Unis. Donc, on a le niveau de scolarité, le tabagisme et la sédentarité. Aux États-Unis, la sédentarité, la dépression et le tabagisme. Donc, vous voyez que la sédentarité et le tabagisme sont dans les top 3 facteurs les plus importants, que ce soit aux États-Unis ou dans le monde, des facteurs de risque qu'on peut modifier qui sont associés à la maladie. Et encore plus fascinant, si on réduisait la fréquence de ces facteurs de risque de 10 %, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence? Alors, si on réduit de 10 % la fréquence des facteurs de risque, on réduit de 1 million de cas dans le monde, de 184 000 cas aux États-Unis. Et si on était encore plus efficace, puis on réduisait de 25 % la fréquence de ces facteurs de risque, on réduirait encore plus les chiffres de cas de démence dans le monde et aux États-Unis. Et il y a des données récentes qui semblent montrer qu'effectivement, la prévention, ça, c'est efficace. Il y a au moins 2 études américaines, une étude suédoise et une étude anglaise, donc des études qui viennent de plusieurs continents, qui démontrent qu'il y a une tendance à la diminution de la fréquence de la maladie d'Alzheimer quand on compare des populations
des années 80 à des populations des années 2000. Et on pense que c'est dû principalement au fait que les cohortes les plus récentes, elles ont eu un niveau de scolarité qui est plus élevé et que leurs facteurs de risque vasculaires comme la pression, le diabète, le cholestérol sont mieux contrôlés parce qu'il y a plus de médicaments, on est plus à l'aise avec la prévention, le contrôle de ces facteurs de risque. Alors ça, c'est l'étude de Grande-Bretagne. Vous avez sur l'axe horizontal les différents groupes d'âge et vous avez ici, ça c'est la fréquence, le pourcentage de personnes qui sont atteintes de la maladie. Et vous avez en bleu la cohorte la plus ancienne. Ça, c'est la cohorte qui a été étudiée dans les années 80-90. Et la cohorte en rose, celle qui a été étudiée dans les années 2000. Puis vous voyez que pour chacun des groupes d'âge, la fréquence de la maladie, elle est inférieure dans la cohorte la plus récente. Donc, ce qui semble suggérer qu'il y a peut-être une lueur d'espoir en termes de prévention sur la fréquence de la maladie. Avant de passer la parole à mon collègue, je conclus. Donc, les pertes de mémoire sont fréquentes avec l'âge. Il y a plusieurs causes possibles. Ce n'est pas juste les maladies de la mémoire, ce n'est pas juste la maladie d'Alzheimer. Les maladies de la mémoire sont fréquentes, effectivement, avec le vieillissement, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont normales. Il y a des données intéressantes qui semblent suggérer que la prévention serait tout à fait possible, accessible dans la maladie. On parle de saines habitudes de vie et principalement de la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaires. Alors, je vais céder la parole au docteur Robillard et j'aurais peut-être dû vous dire dès le début, on va avoir une période de questions à la toute fin où on va répondre à vos questions tous les deux. Merci. Merci, Dr. Messoud. Ça ne sera pas facile à suivre. Je vais tenter de vous garder réveillé. On va changer un petit peu de chapitre, puis revoir des choses qui sont connues d'à peu près tout le monde, les signes précurseurs de la maladie d'Alzheimer en particulier. Je ne compte plus le nombre de personnes qui m'accrochent dans le corridor en me disant « J'ai oublié mes clés, penses-tu que je devrais aller à ton bureau? Allez pas à mon bureau parce qu'il y a une liste d'attente là, pour les clés en particulier. Mais il y a des choses qui sont quand même classiques à surveiller. Fadi en a mentionné plusieurs. Et je pense que dans ces chapitres-là, ça vaut la peine de répéter un peu. Puis je vais terminer ma partie à moi avec la question que les gens se posent toujours, où est-ce qu'on s'en va en recherche et est-ce qu'il y a une pilule que je peux prendre demain matin qui va arrêter l'Alzheimer ou guérir l'Alzheimer? Si vous êtes venu ce soir pour cette pilule-là, je suis désolé. Mais vous allez voir qu'on travaille beaucoup, et qu'il y a des pistes qui sont extrêmement intéressantes et de plus en plus intéressantes. Je voulais juste parler un petit peu de dépistage. Dépistage, on fait ça quand on pense qu'on peut offrir quelque chose aux patients. Et oui, on peut offrir quelque chose en termes de prévention, surtout chez les jeunes. Et le dépistage tient compte de la fréquence. Plus on vieillit, comme on l'a dit il y a quelques minutes, plus on est à risque de maladie d'Alzheimer. Plus notre éveil chez les gens dans le groupe d'âge 75 et plus doit être là, plus on doit être éveillé aux plaintes de la famille. Quand les familles nous disent, vous savez, il en perd, pour un gériatre, pour un médecin de famille, pour un neurologue, ça nous dit, ben, on va prendre 2 minutes de plus, puis on va vérifier un peu côté mémoire, côté autonomie. C'est les phrases les plus fréquentes qu'on entend, c'est « il en perd » ou « elle en perd ». Et là-dessous, il y a plein de choses qui se cachent et qui sont pour nous d'intérêt à dépister justement. Alors, j'ai volé cette diapositive-là à la Société d'Alzheimer du Canada et ce sont les mêmes symptômes précurseurs qu'on retrouve dans toutes les itérations des sociétés d'Alzheimer, Canada, Québec, aux États-Unis. Et c'est des choses classiques. Les pertes de mémoire qui viennent tout toujours en haut, c'est toujours un des premiers symptômes pour lesquels les familles nous consultent. Des choses qu'on appelle, nous, les neurologues, des dysfonctions exécutives, la difficulté à faire des choses, à initier, à commencer. Pensez à des gens qui sont mécaniciens, mais bricoleurs dans la maison, puis qui n'arrivent plus à réparer un robinet ou à réparer une prise électrique, alors que c'est des choses qu'ils étaient capables de faire auparavant ou qui vont le déléguer à d'autres personnes. C'est le genre de truc auquel on s'accroche. Le langage, le plus fréquemment, c'est un manque du mot. Il manque des mots. Quelqu'un s'est amusé à enlever des mots dans le dictionnaire et la personne va être obligée de faire le tour pour chercher la chose, trouver le mot qui lui manque, justement. La désorientation, c'est très fréquent. C'est pas toujours grossier, hein. C'est quelquefois pas être très, très sûr de la journée, du jour, du quantième, pas être très, très sûr de la fête du plus jeune de la famille. C'est le genre de choses qu'on va questionner beaucoup.
Le jugement, ben, c'est pas facile, hein. Chacun a son histoire antérieure, mais des changements dans le jugement d'un individu, ça devient significatif pour nous. Trop loin? D'accord. Vous voulez pas que je répète tout ça, là? Non, non. Les difficultés avec les notions abstraites, être capable de faire une règle de trois, être capable de comprendre l'essence d'un argument, sauf quand il s'agit d'arguments politiques, bien sûr. Des difficultés. Les objets égarés, ça c'est assez classique. Il faut faire attention parce que, bon, moi aussi, hein, et tout le monde dans la salle, vous allez me dire, on oublie le nombre de fois où je me lève de table pour aller chercher un couteau, j'arrive dans la cuisine, puis qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ça, c'est fréquent. C'est des gestes manqués. C'est beaucoup plus du domaine des troubles de la concentration, de l'attention que de véritables oublis. Mais c'est le genre de choses auxquelles on va penser aussi. Les changements d'humeur, de comportement. Il parle moins, elle parle moins, il est plus retiré, il est plus dans son coin, il participe moins aux conversations. On fait attention à ce genre de choses-là, en dehors de tout handicap physique. C'est entendu quelqu'un qui, avec l'âge, est plus dur d'oreille, il va avoir tendance à s'isoler. Il faut mettre ces choses-là, il faut tenir compte de ces choses-là, bien sûr. La personnalité aussi. La perte d'intérêt, ça, c'est complexe parce que des gens qui sont très actifs, qui font beaucoup de choses, puis qui arrêtent d'en faire, souvent, ces gens-là sont référés en psychiatrie. Ils sont déprimés. Ils ont moins d'intérêt, ils ont moins le goût. Quelquefois, ils ont moins d'intérêt parce que c'est plus complexe, c'est moins facile. La vie dans laquelle on vit actuellement, elle n'est pas simple. Et quand on nous inflige un paquet de pitons, de télécommandes, de codes, de pins, de machins, de temps en temps, on va se retirer un peu puis en faire moins. Alors, tout ça, c'est le tableau de ce qu'on va chercher au départ d'une conversation avec les familles et avec nos patients. Bien. Quand on enseigne à nos jeunes médecins, ils sont pressés, ces gens-là. Ils ont à voir beaucoup, beaucoup de patients. Ils ne sont pas toujours fascinés par les troubles cognitifs chez les personnes âgées. On leur dit d'aller voir des trucs qui sont payants, qui sont rentables si vous voulez faire du dépistage. Et les choses qui sont les plus rentables, ben, c'est les répétitions qui témoignent de troubles de mémoire. Les difficultés à se souvenir d'une situation. Ils vont se souvenir qu'il y a eu l'anniversaire du beau-frère, mais qui était là, qu'est-ce qu'on a mangé, à quel endroit c'était fait. Il va manquer des détails qui auparavant auraient été là. Les difficultés à prendre une décision. Évidemment, ça ne vaut pas là, pour les hommes, ça, c'est bien sûr. Mais sérieusement, la prise des médicaments. On a de plus en plus de très bonnes coopérations avec les pharmaciens qui sont éveillés à ce genre de trucs-là, qui nous disent ou qui nous faxent en nous disant ben, vous avez represcrit tel médicament à telle patiente. Savez-vous qu'elle ne l'a pas pris depuis le mois dernier? Savez-vous qu'elle revient avec la bouteille où il y a la moitié des pilules qui sont là, ou alors qu'elle revient 2 semaines plus tôt? Puis là, quand on entend ce genre de truc-là, on dit bon, il y a un problème. Il y a un problème qui exige qu'on s'en occupe immédiatement. Bien. Nos outils sont extraordinairement sophistiqués pour faire le diagnostic. Ça coûte pas cher de batterie, ça. Mais ça coûte un peu plus cher de temps. Essentiellement, un crayon, un papier, un patient et un répondant, un aidant naturel qui va nous mettre sur la voie, qui va nous guider et auquel on va poser des questions. Et ensuite, on a des outils qui sont plus classiques. Certains, comme le mini-mental que vous voyez là, ça doit bien faire 30 ans, je calcule vite, plus que ça, 40 ans presque, qu'on a ça sur nos bureaux. Et c'est très certainement l'outil le plus classique qu'à peu près tous les médecins sur la planète connaissent pour dépister, peut-être moins dépister, mais diagnostiquer une atteinte cognitive qui est au moins installée. On a des outils, je vais vous les montrer, plus sophistiqués que ça, mais pour quelqu'un pour lequel c'est assez clair qu'il y a une atteinte cognitive, c'est un excellent outil qui mesure la mémoire, l'attention et le calcul, le rappel, le langage et ce qu'on appelle, nous, les fonctions praxiques, la capacité qu'un individu a à reproduire un dessin qu'on lui présente en mode visuel. Et ça évalue donc plusieurs des fonctions mentales supérieures. Fonction mentale inférieure, c'est ce qui nous permet d'avoir un pouls, une pression, une température, d'avoir un rythme cardiaque régulier, d'avoir un contrôle du sucre. Les fonctions mentales supérieures, ben moi, là, actuellement, ça me permet de vous parler, de vous écouter, de vous voir. C'est ça, les fonctions mentales supérieures. Ça me permet de planifier mon langage, de faire des structures de phrases, de comprendre ce qui est dans mes diapos et de fonctionner. Et c'est ça qui est affecté par ce qu'on appelle les syndromes démentiels. Et c'est ça qu'on va questionner, nous. On complète toujours le mini-mental par le dessin d'une horloge. C'est d'une simplicité là, remarquable. Hein? Ça prend vraiment pas grand-chose. Encore une fois, un crayon, une feuille de papier,
et on demande au malade de nous dessiner une horloge. Ça, c'est les principes qui guident un peu comment on juge si l'horloge elle est normale ou pas normale. Et les résultats qu'on voit fréquemment, ben, ça va de passablement normal. La consigne, c'est vous allez me faire un cadran d'horloge. On évite de dire le mot cercle ou rond parce qu'il faut que le concept soit dans la tête du patient. Il faut qu'il sache qu'une horloge, c'est généralement composé d'un cercle extérieur et de chiffres à l'intérieur et d'aiguilles qui vont indiquer les heures. Alors nous, on leur dit, vous allez nous faire le cadran d'une horloge dans lequel vous allez placer les chiffres pour indiquer les heures et en dernier, vous placez les aiguilles de la montre, les aiguilles de l'horloge pour indiquer 11h10. Donc vous voyez qu'en fonction du degré d'atteinte au mini-mental, ça se détériore. Alors on a toujours ce genre de résultats-là de plus en plus sévère, une horloge qui est de moins en moins habitée, plus la maladie elle est sévère. Et quelquefois, ces choses-là sont plus prédominantes que le langage ou plus prédominantes que la mémoire. Et pour le gériatre, pour le neurologue, ça allume des petites lumières. Ça nous dit, bon, on va vérifier si telle ou telle fonction mentale est plus affectée que d'autres. Vous voyez que c'est très, très low-tech. Ce n'est pas de la haute technologie pour faire un diagnostic. On complète le mini-mental avec les pentagones. Ça, c'en est un exemple d'un patient qui a un mini-mental à 19, qui est encore capable de comprendre la structure générale du pentagone, mais qui est incapable de l'exécuter. On appellera ça, nous, une apraxie de construction. C'est un grand terme pour dire qu'à partir d'une image en entrée visuelle, le cerveau de cet individu-là, évidemment, il ne faut pas qu'il soit paralysé ou je ne sais pas quoi, là, mais le cerveau de cet individu-là, il n'est pas capable de commander à sa main de faire la copie du dessin. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la boucle, dans le circuit. Le MoCA, le Montréal Cognitive Assessment, qu'on doit à un de nos collègues, Dr. Nasreddine, de Montréal d'ailleurs, a été patenté pour aller un peu plus loin que le mini-mental. Ça demeure un outil papier-crayon, et cet outil-là s'adresse aux patients pardon, pour lesquels on pense que l'atteinte elle est plus légère. Ils sont moins affectés. Il y a des signes. La famille nous dit il y a des oublis, il y a quelques répétitions, mais conduit sa voiture, un petit peu de difficulté à faire la monnaie au restaurant, à donner le pourboire. Et dans l'ensemble, il n'est pas pire. Mais est-ce qu'il est comme il était auparavant? Ah non, il a changé. Alors, c'est ce genre de patient-là pour lequel on va faire un MoCA qui ressemble à ça. Alors, il y a un peu plus de difficulté là-dedans. Il y a un peu plus de fonctions exécutives. Prendre une décision, passer d'un concept à un autre, avec ce qu'on appelle, nous, le trail making ou les séquences alternées, la copie d'un cube, notre horloge classique va là, on fait un peu de dénomination, et ici, on fait apprendre 5 mots. C'est plus lourd en mémoire. Le mini-mental, on leur donne 3 mots à apprendre par cœur. Je vais vous les demander dans 2 minutes. Vous retenez ces 3 mots-là, vous me les répétez. Dans le MoCA, on le fait apprendre 5 mots. Vous allez retenir ces mots-là. Je vous les demande dans quelques minutes. Vous me les répétez. Vous en savez 2 ou 3 ou 4 sur 5. Je répète une deuxième fois. Puis ensuite, on passe aux autres consignes et on va les redemander un peu plus loin. Et là-dessus, on va faire un jugement côté mémoire. Et entre-temps, il va y avoir eu des épreuves également de concentration, d'attention, d'orientation et de jugement. C'est un outil qui est un très bel outil dont on se sert de plus en plus depuis les 5-6 dernières années et dont le but est justement de dépister les atteintes peu sévères sur le plan cognitif. Dr. Massoud a mentionné tantôt que de dire qu'il y a une atteinte de la mémoire, du langage, du calcul, de l'orientation, tout ça, c'est bien beau. Mais il faut, en plus, pour qu'un patient ait un syndrome démentiel, il faut que ça ait une répercussion. Il faut que ça ait une conséquence aux activités de la vie de ce patient-là, instrumentale ou de base, ou les deux. Et on peut questionner très facilement dans une conversation tout à fait à bâton rompu avec la famille et avec le patient sur son degré d'autonomie. Est-ce qu'il fait ses finances? Je parie que la majeure partie des gens dans la salle ici, vous ne faites plus vos rapports d'impôts. Si c'est rendu compliqué, je vous l'accorde. En tout cas, ça l'est pour moi. Ça fait longtemps que je ne touche plus à ça. Mais si j'arrête de faire mes rapports d'impôts alors que je les faisais il y a 2 ans, puis que je trouve ça trop compliqué, bon, c'est un élément, c'est pas majeur, parce que c'est compliqué le rapport d'impôt. Mais s'il y a ce changement-là, il y a une espèce de petite cloche qui nous dit, bon, on va aller voir ailleurs, peut-être autre chose. Est-ce qu'il y a de la difficulté à gérer ses comptes, balancer le carnet de chèques? Est-ce qu'il y a des difficultés à faire un chèque, à placer la signature, à écrire le montant correctement? Et on se promène à travers ça, à travers toutes les activités de la vie quotidienne d'un individu, le suivi des impôts. Bon, magasiner, encore une fois, là. Bon. J'ai rien dit, moi, là, si vous...
Les loisirs, ça réfère aussi au fait que les gens ont quelquefois plus de retrait dans cette maladie-là, moins d'engagement social. Préparer un repas équilibré, bon, ça, moi j'ai fait ça toute ma vie, là, préparer, j'aime ça, c'est pas une punition pour moi, j'ai toujours aimé faire à manger. Mais il y a une séquence, hein, quand on prépare quelque chose, on ne fait pas cuire la viande avant de faire cuire les patates. Il faut qu'il y ait une séquence, un ordre. Et on aime bien, en tout cas mon épouse aime bien me le répéter, qu'il faut que ça soit balancé. Il ne faut pas que tu aies juste de la viande puis des patates. Donc, il faut que tu aies une structure, il faut que tu aies des compléments dans l'assiette et il faut que tu prépares ça. Et cette planification-là, cette préparation-là, ça va à dire, bien, est-ce que j'ai acheté ce qu'il faut, est-ce que j'ai les bons ingrédients, puis est-ce que j'ai la bonne séquence pour préparer les repas. Encore une fois, il n'y a pas de piton là-dedans, c'est pas de la haute technologie, mais ça nous renseigne sur le fonctionnement de l'individu. Moi, je passe beaucoup de temps ici, dans l'actualité. Nos patients, les familles vont nous dire oui, il regarde la télévision, oui, il est au courant des nouvelles, ou enfin, il devrait l'être. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le choix. Je veux dire, bon, les élections. Bon, quand est-ce? Qui sont les candidats? Et ça va nous donner le degré d'intérêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lac Mégantic, ça vous dit quelque chose? Ah oui, il y a une catastrophe. Bien. Quelle sorte de catastrophe? Vous savez, il y a eu le feu. Pourquoi il y a eu le feu? Ce sont les détails qui vont nous accrocher. Est-ce qu'il y a eu des morts? Ah oui, écoutez, il y en a eu des centaines. Ah ben non, il n'y en a pas eu des centaines. C'est arrivé quand? Oh, ça fait bien 6 mois. Ah bon. Qu'on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait collées, attachées correctement. La mémoire de façon formelle, se souvenir de ses rendez-vous, prendre ses médicaments, j'en ai mentionné un mot tantôt, c'est des choses qui sont importantes pour nous. Conduire, vous avez dû en entendre parler aujourd'hui, non, pas vous. Les gens qui ont participé au colloque aujourd'hui en ont entendu parler sûrement. C'est compliqué, conduire une voiture, c'est pas simple, à Montréal en particulier. Et ça demande de l'attention, de la mémoire, de la prise de décision rapide, et c'est très sensible. C'est un niveau de fonctionnement qui est très élevé, et je ne compte plus le nombre de familles qui nous ont dit « il conduit bien, mais moi, je ne veux plus monter avec lui ». C'est une des questions qu'on emploie régulièrement. Est-ce que vous le laisseriez ou vous la laisseriez aller chercher les enfants à la garderie? Quand ils nous disent « oh non, oh non », on sait qu'il faut faire un appel au gouvernement. Là-dedans, vous avez tout ce qu'il y a comme répercussions fonctionnelles, présentes ou absentes, de ce qu'on a pensé être une atteinte cognitive. Alors, ça se fait en 5 minutes. C'est vraiment rien de très haute complexité. On a mentionné tantôt qu'on fait un petit laboratoire. C'est vrai. Il y a plein de choses qui peuvent donner une atteinte cognitive, mais pas tant que ça dans ce groupe d'âge-là. Et on se doit de vérifier ces paramètres-là. Un petit bilan sanguin, les électrolytes, un électro, une radiographie du poumon. Un scan, une résonance magnétique, on ne le fait pas à tout le monde. Il y a des critères qu'on s'est donnés, que les Canadiens en particulier, mais les Américains aussi se sont donnés pour décider de faire ou de ne pas faire une résonance magnétique. Vous savez ce que c'est, ou un scan cérébral? C'est une radiographie qui nous montre essentiellement l'intérieur de la tête, qui nous montre les morceaux en place dans le cerveau. C'est une photographie statique. Hein? C'est une photo. Ça ne nous dit pas il y a de l'Alzheimer dans ce cerveau-là. Ça nous dit le cerveau n'a pas de tumeur cérébrale, ou il y en a, où il y a des caillots de sang, des AVC, où il n'y en a pas, un peu, beaucoup, passionnément. Ça nous dit le cerveau est plus petit, il est plus gros. Mais ça ne te donne pas un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Ça te permet d'enlever d'autres choses qui pourraient contribuer. On le fait pour, je vous dirais, la quasi-totalité des patients. Mais il y a des exceptions fréquentes, d'ailleurs. On voit encore, et je pensais, moi, on pensait qu'on n'en verrait plus depuis 10 ans, mais on voit encore des gens qui nous arrivent très, très atteints, très malades de leur maladie d'Alzheimer, qui ont un mini mental à 10, 12, 13, et pour lequel l'histoire est tout à fait classique. Et on ne fera pas nécessairement un scan cérébral à ces gens-là pour lequel le diagnostic est clair, puis il n'y a pas d'autres causes possibles à leur atteinte cognitive. Ça devient inutile. Le même patient qui commence une atteinte pour laquelle on n'est pas très, très sûr, qui a la soixantaine, on voudra bien voir ce qui se passe dans sa tête. Vous voyez qu'il y a des possibilités d'aller dans un sens ou dans l'autre, malgré tous les critères qui sont énoncés là. D'ailleurs, si vous regardez comme il faut, je pense que la plupart des patients peuvent répondre à une de ces indications-là pour qu'on puisse leur faire un scan cérébral. Alors, je vais répéter ce que Fadi a dit tantôt. Les critères cliniques de maladie d'Alzheimer, ça implique une atteinte cognitive du type établi avec les deux petits tests que je vous ai mentionnés tantôt, l'un ou l'autre de ces deux tests-là, en gros. Il faut qu'il y ait des répercussions fonctionnelles, il faut que ce soit un déclin par rapport au niveau antérieur. Avant d'être dément, il faut avoir été ment. C'est un déprivatif, ça je l'ai inventé de toutes pièces. Mais il reste que si tu as toujours fonctionné à un niveau qui est extrêmement bas,
c'est difficile pour le médecin, pour le gériatre, pour le neurologue de détecter une perte de fonctionnalité. On en a des patients. Pensez à des gens qui ont eu des anoxies, des manques d'oxygène à la naissance et qui ont toujours fonctionné à des niveaux extrêmement bas. Ils font très peu de choses, sont en institution. Malgré ça, les éducateurs vont nous dire ce patient en perd, il n'est pas aussi bien qu'il était. Les outils qu'on a sont très difficiles, sont très peu sensibles à ce niveau de fonctionnement-là. En général, donc, pour la population, ce qu'on veut, c'est une perte de niveau, qu'on puisse mesurer, qu'il y ait un déclin. Il ne faut pas que ça se retrouve dans le cadre d'un délirium. Un délirium, c'est un terme qu'on emploie pour dire que le cerveau ne fonctionne pas normalement, mais secondairement à autre chose. Secondairement, par exemple, le plus classique, une infection rénale, une infection urinaire, une insuffisance du foie, du cœur, des reins. Le cerveau ne fonctionne pas seul. Il fonctionne quand les autres organes sont en bon état et fonctionnent bien. Lorsqu'une autre condition médicale affecte le cerveau, on ne pourra pas faire le diagnostic facilement, en tout cas, de syndrome démentiel. Il faut donc qu'il y ait 2 fonctions mentales atteintes, au moins 2. Les 2, la plus fréquente étant la mémoire plus une autre, mais pas exclusivement. Ça pourrait être comportement, jugement, raisonnement, langage, sans pour autant avoir autant d'atteintes de la mémoire. C'est nouveau, cette notion-là. On a toujours voulu avoir la mémoire comme élément central à l'atteinte du syndrome démentiel. Maintenant, pour avoir une maladie d'Alzheimer probable, il faut qu'il y ait une atteinte cognitive, mais en plus un début insidieux. Il faut qu'il y ait une histoire de déclin ou l'observation. Le médecin a le droit de dire « je connais ce patient-là depuis 15 ans, puis là, depuis 2 ans, il en perd ». Le médecin a le droit de dire ça parce qu'il connaît bien son patient. Le tableau peut maintenant, on l'accepte, se présenter de façon classique avec une atteinte de troubles de la mémoire à court terme. C'est toujours à court terme. Des pathologies qui affectent la mémoire à long terme de façon isolée, il n'y en a qu'une et c'est rarissime. Ou ça peut être une atteinte de ce que je mentionnais tantôt, autre chose que la mémoire, le langage, les fonctions praxiques, visio-spatiales, ou des fonctions exécutives, la lenteur, la difficulté à prendre les décisions. Ça va jusque-là? Je ne vous ai pas trop perdu? OK. Bon, donc, pour se résumer, la mémoire n'est plus un critère essentiel, mais c'est encore le plus fréquent. Les présentations atypiques, moins de mémoire, plus de troubles du langage, d'orientation, on les reconnaît maintenant de plus en plus. Les formes non amnésiques, maintenant, ne contre-indiquent pas le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Ça, c'était la partie comment on fait le diagnostic. Je vais vous montrer maintenant dans quelle direction on s'en va depuis quelques années. Et il y a des choses qui sont, bien sûr, moi je travaille là-dedans, Fadi aussi, on est fasciné par la vitesse à laquelle ça va, les découvertes actuellement. Je suis convaincu dans l'assistance, vous n'êtes pas fasciné par cette vitesse-là parce que vous trouvez que c'est trop lent, qu'on n'a pas encore trouvé la bonne pilule, je le sais. Mais il vaut mieux y aller un peu plus lentement pour éviter des problèmes. Cette diapo, je la présente depuis de nombreuses années. Il va falloir que vous vous imaginiez que ici, tout en haut, il y a une cellule nerveuse, un neurone. Ces neurones-là, ce sont les transistors dans l'ordinateur. Ce sont les éléments, les blocs Lego qui construisent notre cerveau. Et chacun de ces neurones-là parle aux voisins par des connexions qu'on appelle des synapses sur des axones ou des dendrites. Et ces trucs-là, ces neurones-là ont des membranes, ont des cellules comme un ballon, une paroi. Et il y a des protéines qui passent à travers un peu comme des antennes satellites là, sur un satellite en orbite. Une de ces protéines-là, on la pense responsable, probablement indirectement, mais responsable tout de même de la maladie d'Alzheimer. Et lorsqu'elle est attaquée par des enzymes qui viennent la couper d'une manière ou d'une autre, elle va générer les marqueurs de la maladie dont on a parlé, les plaques amyloïdes, les plaques séniles, et indirectement, peut-être, ça c'est moins clair, les autres marqueurs que sont les foyers de dégénérescence neurofibrillaire. Alors, ça part de là. C'est coupé, il y a des morceaux d'amyloïdes qui sont des espèces de petits blocs qui vont coller ensemble et qui vont finir par donner ces plaques-là. Ça, c'est ce qu'on sait depuis un bon bout de temps et c'est ce qu'on peut mesurer maintenant. Ce qu'on sait également, c'est qu'avant d'avoir une maladie d'Alzheimer, il se passe quelque chose. On le sait parce que il y a des gens qui meurent d'un accident de voiture à 72 ans. On sait, parce qu'ils ont vu leur médecin, ils ont été bien suivis, qu'ils n'ont jamais eu une atteinte cognitive démontrable. Pourtant, on ouvre la tête des gens, puis on regarde au microscope, puis on dit, bon, il y a des changements au microscope qui plaident en faveur de la maladie d'Alzheimer. Ça, on le sait depuis fort longtemps. Donc, on se dit qu'il y a des choses qui se passent avant que nous, on fasse le diagnostic, ici, dans la partie qu'on va appeler préclinique. Le mot MCI ou l'acronyme MCI, c'est l'anglais pour Mild Cognitive Impairment ou le trouble cognitif léger,
qui est quelque part entre la maladie d'Alzheimer et l'état normal. On ne se lève pas à 8h15 un matin avec une maladie d'Alzheimer. C'est pas comme ça. C'est une maladie qui est, croyez-moi, beaucoup plus vicieuse, beaucoup plus insidieuse que ça. Et on passe assez souvent, certains disent toujours, mais en tout cas assez souvent, à travers ce trouble cognitif léger-là, dans lequel le diagnostic n'est pas toujours facile à faire. Alors, imaginez-vous ici, là, il n'y a aucun symptôme, puis on veut dépister, faire le diagnostic de cette maladie-là avant qu'il y ait des symptômes. Mais on sait qu'il y a des changements qu'on va pouvoir mesurer. On sait que le dépôt des plaques amyloïdes que je vous ai montré tantôt survient en moyenne une dizaine d'années avant que l'expression clinique, avant que le patient ait des troubles de la mémoire. Il peut bien se passer une dizaine d'années avant que les dommages soient faits dans le cerveau. On peut voir ça comme, oui, mais c'est désespérant, ou alors, non, c'est une belle période de temps où on pourrait peut-être attaquer la maladie avant que les gens soient atteints, avant qu'ils soient symptomatiques. C'est un peu chargé comme diapo, mais moi, on sait que c'est la diapo qui a fait le tour du monde depuis 3-4 ans, 3 ans, à peu près partout. C'est un résumé idéalisé de ce qui se passe dans le patient qui va se destiner à une maladie d'Alzheimer à partir de sa normalité jusqu'au moment où il est anormal. Et toutes ces lignes-là décrivent le trajet de ce qu'on appelle maintenant des marqueurs, des indices. Un marqueur, ça peut être, par exemple, la température. Tu fais 39 de température, c'est un marqueur pour le fait qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans ton corps. Et nous, on peut mesurer, par exemple, des substances dans le liquide céphalorachidien qui vont augmenter, ce qu'on appelle l'A-bêta-42. Peu importe les termes, ça n'a pas d'importance. On peut mesurer la fonctionnalité du cerveau avec des marqueurs dynamiques. On peut poser des questions sur la mémoire. Vous voyez qu'il y a des changements qui surviennent en période pré-symptomatique. Il y a des changements biochimiques surtout, à l'imagerie, puis à l'imagerie fonctionnelle aussi, qui surviennent ici. Et ces gens-là ne sont pas malades. Ils n'ont pas de maladie d'Alzheimer. Encore une fois, c'est ou désespérant, ou alors c'est une porte qui est ouverte sur une possibilité d'intervention pour pas qu'on se ramasse ici. Alors, sous forme de schéma, ce qu'on mesure de plus en plus maintenant, c'est dans le liquide céphalorachidien. Vous savez, c'est quoi le liquide céphalorachidien? C'est l'eau qui baigne tout l'ensemble du cerveau et la colonne, la moelle, jusque dans le dos. C'est le genre de truc qu'on va chercher quand les gens ont une méningite. On va faire une piqûre, une ponction lombaire, et on va analyser le liquide qui baigne et le cerveau et les racines nerveuses. Et ce liquide-là, c'est pas un bon exemple, je vous avertis, mais c'est un peu comme si on analysait l'eau de vaisselle après que vous ayez fait votre vaisselle. C'est pas joli comme exemple, mais quand même. Ça nous permet de dire, probablement qu'ils ont mangé du spaghetti, par exemple, parce que je retrouve des traces de... C'est pas un bon exemple. Mais grosso modo, en faisant ça, en mesurant dans le liquide céphalorachidien des substances qui n'ont pas d'affaire à être là, ou qui baissent en volume ou en quantité, ou qui changent en quantité, on est capable d'inférer qu'il y a des changements dans les neurones, dans les cellules neurologiques. Entre autres, l'accumulation de protéines tau dans le liquide céphalorachidien, ça nous dit qu'on est en train de perdre des neurones dans le cerveau, ce qui n'est pas bon, ça. Et la baisse de la bêta-42, ça veut dire que les plaques séniles sont en train de se former, ce qui n'est pas bon non plus. Donc ça, on peut le mesurer et, avant même, encore une fois, que le patient soit malade, dire il y a des choses qui ne sont pas correctes dans son cerveau et sur lesquelles on serait mieux de s'attarder. Il y a toute une panoplie de biomarqueurs que j'ai illustrés là, mais prenez pas la peine de lire tout ça. Retenez qu'on peut maintenant, par des ponctions lombaires ou par des techniques d'imagerie que je vais vous montrer dans une seconde, identifier des changements métaboliques dans le cerveau, des changements pathologiques qui nous mettent sur la piste de maladies comme la maladie d'Alzheimer dès le début de cette maladie-là. Et plus la maladie avance, plus ces changements-là deviennent immanquables. Alors, ce qu'on fait donc maintenant, c'est de reculer. Jusqu'à tout récemment, on faisait le diagnostic lorsque le patient avait une atteinte démentielle, avait un syndrome démentiel. Mais le processus, il commençait bien avant. On en est rendu maintenant, avec des critères de Bruno Dubois, à faire des diagnostics plus hâtifs. On a des biomarqueurs qu'on peut doser. On le fait en présence de patients qui ont des troubles de la mémoire, mais légers. Et on est capable d'arriver à des diagnostics de maladie d'Alzheimer, par exemple, très, très hâtives, où il n'y a que de très légers symptômes et des biomarqueurs de l'amyloïde. Oubliez les noms, ça n'a pas d'importance, mais rappelez-vous qu'on intervient un peu plus tôt dans le processus pathologique. Et il arrive ce problème-là, c'est des gens pour lesquels on a des marqueurs qui ne sont pas normaux, mais qui, eux, sont tout à fait normaux. Alors, je vais revenir là-dessus parce que ça soulève des questions d'éthique que vous pouvez deviner facilement.
Quelques images. On est capable de mesurer ce qui se passe dans le cerveau en volume. On peut dire si ce patient a un plus petit ou un plus gros cerveau. En soi, ça n'a pas d'importance en termes de fonctionnalité. Mais le changement a de l'importance. Lorsqu'un processus pathologique comme la maladie d'Alzheimer affecte le cerveau devient plus petit et les cavités naturelles dans le cerveau, ce qu'on appelle les ventricules, nous, vont grossir. Et on est capable de voir des changements qui sortent de la normale en mesurant avec un scanner normal ou une résonance relativement normale et des algorithmes à l'ordinateur, la taille du système ventriculaire, quelle grosseur il a pris, puis on est capable de suivre avec ça si la maladie progresse ou pas. On est également capable de voir, et ça c'est absolument fascinant, depuis plusieurs années maintenant on est capable de faire ça, de voir les régions du cerveau qui ont une activité métabolique normale ou pas normale. Par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, les régions classiquement postérieures vont être moins actives moins rouges que chez le sujet normal. Évidemment, ça n'apparaît pas du jour au lendemain et dès que les premières plaques apparaissent. Il faut qu'il y ait un certain degré d'atteinte. Mais il reste qu'avec ce genre d'outil-là, qui est disponible dans la plupart des grands centres hospitaliers, on peut mesurer une hypoactivité, une baisse d'activité cérébrale dans les régions qui nous concernent là pour nous dire, c'est dans les régions que la maladie d'Alzheimer affecte éventuellement, donc vous devriez être prudent face à ce patient-là. On peut faire mieux. Depuis plusieurs années, on avait un marqueur de l'amyloïde. On pouvait, et on peut encore, marquer les plaques amyloïdes. Non pas chacune des plaques, enfin pas directement, mais la charge totale de l'amyloïde, des plaques séniles qu'on a montrées tantôt. Et on est capable de les colorer. Et on a maintenant sur le marché, depuis l'an dernier, une substance qui est commercialement disponible, qu'on peut avoir, c'est-à-dire que le médecin peut demander. Cet examen-là, avec injection d'un marqueur radioactif, va aller colorer les plaques amyloïdes dans le cerveau. Idéalement, tu n'en veux pas. Tu veux un examen qui n'a pas de plaques amyloïdes. Mais s'il y en a le moindrement, comme là, comme tout ce que vous voyez en rouge, ça va nous dire qu'il y a des dépôts amyloïdes. En soi, ce n'est pas un diagnostic, mais l'ensemble de ces examens-là, ponction lombaire, dépôts amyloïdes, TEP au glucose marqué, ça nous amène vers un diagnostic histochimique, biochimique d'anomalie dans le cerveau. Ça ne nous dit pas que le patient a une démence. Ça, c'est la job du crayon et du papier puis du répondant. Mais ça nous dit, avant que le patient ait une atteinte cognitive, qu'il y a des choses qui se passent qu'on peut mesurer. Et l'avantage de ça, c'est une cartographie à l'amyloïde. Le mot classique, habituellement, on employait un composé radioactif qu'on appelait le Pittsburgh Compound, et l'acronyme est devenu PIB-PET. Et on a changé maintenant, c'est-à-dire on emploie encore le composé amyloïde de Pittsburgh, mais ce composé-là a une plus longue durée d'action, plus longue durée de vie, et c'est l'Avivide, la marque de commerce, si ma mémoire est bonne. Vous n'avez pas ça chez Jean Coutu, là. C'est pas... Non, mais c'est dans des centres spécialisés qui ont de l'imagerie, où on peut faire de l'imagerie radioactive. Juste prendre 2 secondes pour retrouver mon fil. Tous les changements que je vous ai montrés sur la première diapositive avec les membranes neuronales, les dépôts d'amyloïdes, la fabrication des plaques amyloïdes, offrent des possibilités aux chercheurs d'aller attaquer ces phénomènes-là, qui sont des phénomènes biologiques, puis d'aller essayer de briser cette chaîne-là. On le fait actuellement ici, tout à la fin. Depuis quelques années, on a attaqué ces plaques-là en essayant de faire briser les plaques pour améliorer l'état du cerveau du patient. Et c'est pas d'hier, ça, c'est Dale Schenk qui a présenté ces travaux-là lors du congrès de Washington en 2000. Et c'était des résultats qui ont fait la première page des journaux un peu partout parce qu'il avait réussi, avec des modèles de souris transgéniques, à immuniser ces souris et à faire disparaître les plaques amyloïdes et, dans certains modèles, à ce qu'ils ne développent pas ces plaques-là. Et on s'est dit, c'est fabuleux, maintenant, il n'y a plus de plaques séniles, de plaques amyloïdes dans le cerveau de ces souris-là. Elles doivent être bien heureuses et donc, on a vaincu la maladie d'Alzheimer. Et quand on l'a appliqué sur des modèles donc animaux, avec placebo, c'est-à-dire sans substance active, vous voyez que les plaques sont toutes restées. Et quand on injectait les vaccins, puisqu'il s'agit bien de vaccins ici, les plaques disparaissaient chez ces patients-là, chez ces souris-là.
Le problème, c'est quand on est allé à l'échelle humaine, ben, on est allé peut-être un peu vite. C'est facile à dire en rétrospective, mais on est allé peut-être un peu vite. Et il y a eu un échec de cette étude-là pour des réactions essentiellement qu'on va appeler allergiques, là, pour simplifier les choses, qui fait qu'on a dû arrêter ces traitements-là, qui sont des vaccins où on donnait des antigènes, on donnait des morceaux d'amyloïdes au patient, au corps du patient, puis on lui disait fabrique des anticorps pour aller détruire les plaques que tu as déjà. Et ça marchait. Ça donnait des résultats comme vous voyez là-dessus. Patient qui n'avait pas été immunisé, patient qui a eu une réponse partielle, lui qui a eu une réponse complète. Mais vous voyez que tous ces gens-là, si vous avez l'œil assez solide, vous allez voir que le mini mental, au moment du décès, était voisin de zéro. Donc, malgré le fait qu'on ait enlevé les plaques chez ces patients-là, on n'a pas arrêté la progression de la maladie. Donc, deuxième élément important qui nous a fait dire, ben, peut-être qu'il faut attaquer plus tôt, avant que les plaques soient formées. Peut-être qu'il faut aller avant tout ce schéma-là. Et on est entré dans les années suivantes dans plusieurs médicaments, plusieurs thérapies, dont le but, et ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on vise, peut-être un peu moins que ça, certainement 8 à 10 ans, qu'on vise l'amyloïde. Et on a eu des trouvailles qui n'ont pas toujours été heureuses. Par exemple, les réactions méningées, comme on a mentionné aux médicaments tantôt. Paradoxalement, on a vu des régions du cerveau qui devenaient plus petites, malgré que les patients étaient vaccinés. On s'est dit, ben c'est pas normal, ça, ce qu'on veut, c'est d'arrêter l'atrophie, le rétrécissement du cerveau. On a vu également des trucs fantastiques, réversibles fort heureusement, qui étaient des foyers d'édème, de gonflement du cerveau dans les parties postérieures du cerveau, chez des gens qui recevaient des vaccins anti-amyloïdes, encore une fois. On a eu des réactions allergiques et on a augmenté le nombre de micro-hémorragies intracérébrales. J'ai l'air décourageant comme ça, là. Hein? Il y a eu beaucoup plus d'études négatives dans les dernières années que d'études positives, malheureusement. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose. Il vaut mieux qu'elles soient positives maintenant qu'une fois rendues chez Jean Coutu, qu'on s'aperçoive qu'il y a des phénomènes comme je viens de montrer. C'est même pas à date, cette affaire-là. Ça date d'il y a 2 ans à peu près. Et c'est l'ensemble de la tarte de tous les médicaments qui sont actuellement à l'essai en thérapie de maladie d'Alzheimer. Des substances ici pour augmenter les neurotransmetteurs, le langage des neurones pour parler de l'un à l'autre. Une grande partie de la tarte appartient ici aux traitements qui sont des traitements pour modifier l'amyloïde, bloquer l'amyloïde. Ceux que j'ai entourés sont encore vivants. Le bapineuzumab est encore vivant, mais pas dans les formes installées de maladie d'Alzheimer, peut-être plus en prévention. Le crénésumab est employé maintenant en prévention, entre guillemets en prévention, dans des formes héréditaires dominantes de la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'est très, très rare. On en a très peu. Il y a quelques familles au Québec. Il y a plusieurs familles en Colombie, en Amérique du Sud. Il y a quelques familles aux États-Unis aussi. C'est des gens chez lesquels on sait que comme le gène est dominant, la moitié des enfants, 1 sur 2 des enfants, obligatoirement vont avoir la maladie. On connaît le gène, on fait une prise de sang, on sait que le patient va avoir la maladie d'Alzheimer. Et en général, ils vont faire la maladie à peu près à même âge que le papa ou la maman avait fait la maladie. De sorte que ça nous permet d'employer un vaccin vraiment de prévention, c'est-à-dire de prendre l'individu, mettons, à 30 ans. En fait, le protocole est fait pour plus âgé que ça, mais de le prendre, mettons, à 30 ans, de le vacciner, puis de vérifier que si, normalement, rendu à 42, il devrait avoir la maladie d'Alzheimer, bien, s'il est rendu à 45 puis qu'il n'y en a pas de signe, on saura que ce médicament-là est efficace. Et c'est le genre de raisonnement qu'on emploie. Il y a des médicaments de cette classe-ci qui sont rendus en classe 2 actuellement, en phase 2, qui bloquent les enzymes qui donnent naissance à l'amyloïde, qui, elle, donne naissance aux plaques séniles. Bref, ça va assez rapidement, à mon goût, dans plusieurs directions. Mais il y a des embûches. La population, les gens qui sont assis ici dans la salle, c'est parce que vous connaissez quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, vous êtes de la famille de quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer. J'en vois régulièrement des gens qui ont une maladie d'Alzheimer qui est très avancée. Le problème, c'est de dire on va les soigner au début de la maladie. Ça ne pose pas vraiment de problème. Ils sont encore actifs, conduisent leur voiture, ils sont à domicile. Mais si la maladie est plus avancée, puis je vous propose quelque chose qui va stopper la maladie dans des stades fort avancés. Je ne suis pas sûr que l'ensemble de la population va être d'accord avec ça. Sur le plan éthique, il y a des difficultés importantes. Ces patients-là, bien, on les détecte beaucoup plus maintenant par du laboratoire, ponction lombaire,
imagerie cérébrale spécialisée, batterie neuropsychologique. Ce n'est pas le commun des mortels. Ils sont peu ou pas symptomatiques et on va leur dire, on aimerait vous donner un médicament dont on n'est pas très, très sûr de l'efficacité encore, mais ça pourrait bloquer votre maladie, alors que ces gens-là sont très autonomes et très actifs. Il faut être sûr de notre affaire, c'est bien sûr choisir les patients qu'on va soigner, ce sont des répondeurs basés sur un marquage génétique. Il faut aussi avoir accès à de l'imagerie spécialisée. Un médecin dans son bureau n'a pas accès à une résonance magnétique au sous-sol. Il ne peut pas faire ça à tous les patients qu'il voit, c'est bien sûr. Donc, ça prend des centres spécialisés, quelquefois surspécialisés, pour faire de la recherche. Quand on infuse des vaccins, vous allez chez votre médecin pour avoir un vaccin pour la grippe, vous allez passer 1 heure dans la salle d'attente juste à voir s'il n'y a pas de réaction. Nous, on infuse des vaccins qui sont loin d'être aussi connus et on le fait en infusion de matériel actif ou passif. On garde nos patients une demi-journée, puis on les surveille une demi-journée à la clinique de recherche parce qu'on ne sait pas exactement quelle va être la réaction pour chacun des cas. Qu'est-ce qui arrive quand on fait un diagnostic de biomarqueur anormal? Dr Massoud est venu me voir puis il m'a dit « J'oublie les affaires. J'ai fait une ponction lombaire, j'ai fait un TEP, puis ces résultats ne sont pas normaux. » Mais il est professeur de gériatrie dans un grand centre hospitalier universitaire. Puis il fonctionne bien, ses élèves l'adorent. Il a la meilleure évaluation de ses résidents l'année dernière. Puis il y a des résultats anormaux. Qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que moi, je ne sais pas si lui, ou vous, ou moi, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, n'aura pas une maladie d'Alzheimer ou rien du tout. L'avenir, à partir de biomarqueurs positifs, n'est pas encore conclu. On n'a pas suivi ces gens-là, peu ou pas symptomatiques, assez longtemps pour être capable de dire à 100%, il y aura une maladie d'Alzheimer entre telle année et telle année. Vous voyez que sur le plan éthique, c'est difficile, ça. On dit à quelqu'un, bonjour, vos résultats sont tels qu'on en a parlé, vous avez probablement le début d'une maladie d'Alzheimer. On fait ça à tous les jours, on le fait. Et à chaque fois, on vient de changer dramatiquement la vie d'un individu et de toute sa famille. On en est conscient à chaque fois pour tous les diagnostics qu'on donne, mais encore une fois, spécialement pour des maladies dégénératives de ce genre-là. Il faut avoir une certaine crainte, et on en a vu des patients, il y en a plein dans la littérature, il y a des gens qui sont bien connus qui, avec un tel diagnostic, ont préféré quitter la vie. Et il faut être au courant de ça. Et les gens qui viennent nous voir, en majorité, ils ne sont pas seuls. Ils ont ce qu'on va appeler, nous, un répondant, un aidant naturel. Et quand on donne le diagnostic, on le donne à l'aidant naturel aussi. Quand je dis à quelqu'un, votre mari commence une maladie d'Alzheimer, cette dame-là, si c'est une dame, elle voit ce qui s'en vient, elle sait ce qui s'en vient. Les gens qui sont ici, vous connaissez cette maladie-là. Ils ne sont pas très heureux. Hein? Ce n'est pas une bonne nouvelle. Quand quelqu'un a un diagnostic de cancer, les ennemis, les vrais, restent là. Mais les autres ont tendance à trouver ça un petit peu désagréable et pas venir souvent. Maladie d'Alzheimer, vous êtes à peu près dans le même chapitre. Alors, je dis toujours les mêmes choses. Maladie d'Alzheimer, ce n'est pas un cancer du cerveau, c'est un cancer de la pensée. Et ça a une aussi mauvaise presse. Quand on dit Alzheimer, les jeunes vont avoir des réactions un petit peu amusées, mais les gens de notre âge ont tendance à trouver ça un petit peu moins drôle. En plus de ça, on ne peut pas offrir un traitement actuellement qui va arrêter complètement la maladie. Alors donc, vous avez une maladie d'Alzheimer, je vais vous aider. Et oui, les médicaments qu'on a aident et améliorent les choses, mais en aucun cas, ça ne guérit la maladie ou ça ne stoppe la maladie. Est-ce qu'on va faire d'autres tests, compte tenu des présomptions à partir des premiers tests qu'on a faits? Ça coûte cher, les tests, et ce qu'on entend parler, en fait, depuis que je suis en médecine, ce qu'on entend parler, c'est que ça coûte trop cher et il faut couper. Alors, ça n'a pas changé. Je n'ai pas l'impression que ça va changer dans les prochaines années. Est-ce que ça prend du personnel spécialisé pour faire ponction lombaire, évaluation cognitive, etc.? La réponse est oui, en bonne partie, mais ce n'est pas pour tout le monde. Ça, il faut bien que vous compreniez ça. Je ne voudrais pas que vous partiez de la salle ce soir en imaginant que tous les médecins vont faire des ponctions lombaires et des TEP à l'ensemble de la population en dépistage. Ce n'est pas comme ça que ça va se faire, parce que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile pour l'ensemble de cette population-là. Il y a des questions d'éthique qui se continuent aussi. Qui va avoir accès au nouveau traitement? Il va falloir que les patients qu'on choisisse ressemblent aux patients qui ont été dans nos études. On ne peut pas toujours généraliser qu'un résultat dans une étude, s'il est positif, bien sûr, va être applicable à l'ensemble de la population qui a la même maladie. Il y a des critères qu'il va falloir réserver. Ça va être douloureux dans certains cas. Vous savez comme moi que les nouveaux médicaments qui arrivent au marché, qui arrivent à la pharmacie, sont très dispendieux. Alors, vous imaginez qu'un médicament
parce qu'on parle de vaccins, de vaccination active ou passive, sont des médicaments extrêmement dispendieux, avec une prise en charge qui est également onéreuse. Ça risque d'être assez cher comme traitement. D'autant plus que il y a plus qu'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer. Quand on a des pathologies qui sont rares, on peut toujours accepter ça, mais la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas une maladie qui est rare. Il y en a beaucoup, beaucoup. Combien de temps on va soigner ces patients-là? Je vous retourne aux patients de 40 ans qu'on a commencé à vacciner parce qu'il a une forme héréditaire dominante. Je suis sûr qu'il va faire la maladie d'Alzheimer. Mais il est rendu à 52 ans puis il n'a pas encore fait sa maladie d'Alzheimer. Et je suis bien content parce que là, ça prouve que mon vaccin est bon. Mais est-ce que je vais arrêter le vaccin maintenant? C'est une question qui n'est pas répondue. Est-ce qu'on a changé le processus pathologique ou pas? Je vais terminer avec cette diapositive-là qui est un peu chargée, puis je vais le faire rapidement. On est ici actuellement. On est capable d'identifier les sujets à risque. On est capable d'aller un peu plus loin dans les prochaines années, c'est-à-dire identifier les gens qui sont à haut risque de développer une maladie d'Alzheimer basée sur la présence de marqueurs. On doit diriger ces patients-là, je prêche pour ma paroisse et pour celle de Dr Massoud aussi, on doit diriger ces gens-là vers des équipes de recherche clinique pour leur offrir plus que ce qu'on a actuellement. Et probablement que dans 10 à 20 ans, on pourra faire du dépistage de routine. On ne fera du dépistage que quand on aura un outil solide, abordable, disponible facilement pour aider ces patients-là. La prévention, on a été longtemps à ne pas en faire. On connaît maintenant des facteurs de risque classiques qui sont les facteurs de risque vasculaires sur lesquels on a intervenu depuis 20 ans. Et on commence à avoir des résultats maintenant qui nous indiquent qu'on est sur la bonne voie. Ça va se poursuivre. Les jeunes vont mieux manger que nous, plus actifs que nous. Enfin, j'espère. Je pense qu'il y a moins de McDo qu'il y en avait à une certaine époque. Probablement que ça va se maintenir. Les nouveaux critères diagnostiques, on les a maintenant. Les diagnostics prédictifs, on s'en vient vers ça. Il va nous falloir encore quelques années pour être capable de suivre les évolutions pathologiques qu'on a mentionnées. Les traitements qu'on a actuellement, que ce soit l'Excelon, l'Aricept, le Riminil ou l'Ebixa, sont des traitements qui ne sont pas satisfaisants. Ils n'arrêtent pas la maladie, encore moins la renversent, mais c'est des traitements qui sont utiles, qui nous aident, qu'on emploie à tous les jours et qui supportent les patients. Mais on aura autre chose dans les prochaines années. Éventuellement, on va arriver avec des choses de cet ordre-là. Chez nous, à Maisonneuve, on a un pavillon qui est dédié complètement à l'étude des cellules souches et aux thérapies de greffe cellulaire et moléculaire. Et ça, c'est pour moi vraiment la voie royale de l'avenir. Je vous laisse sur une surprise. Ce sera à Québec en novembre prochain, 2014, et il y aura bien sûr une conférence grand public à ce moment-là. Si vous êtes dans la région, si vous avez de la famille dans la région de Québec, dans la période du 5 au 7 novembre 2014, on a fait, je dis on, c'est Dr Massoud, c'est moi, c'est Dr Gauthier, c'est Rémi Bouchard à Québec, Guy Lacombe, l'ensemble des gens qui connaissent, à mon avis, le mieux la maladie d'Alzheimer. On a fait le premier congrès québécois sur la maladie d'Alzheimer à Montréal l'an dernier. Je veux dire que c'était un gros succès. Les gens qui ont participé, autant du grand public que les médecins et les professionnels de la santé qui s'intéressent à cette maladie-là, étaient là en grand nombre. Et ça nous a donné le coup de pied ou le coup de pouce, c'est selon, pour continuer, pour refaire ce travail-là, qui est un travail d'enseignement. Là-dessus, je vais aller prendre une gorgée d'eau.